Bonjour à tous. Deuxième partie de cette conférence consacrée à l'histoire du royaume de Macédoine, et on va évoquer là aujourd'hui la dynastie des Argéades. Alors je vais justement commencer par rebondir sur le sujet du soleil de Vergina. Donc je l'avais évoqué ça en fin de la vidéo précédente. Sachant que ce qu'on peut voir ici à l'écran, c'est un larnax, c'est-à-dire une urne funéraire qui a été retrouvée dans le tombeau de Philippe II à Égaï, qu'on appelle aussi le site de Vergina. Donc on parle du soleil de Vergina, qu'on peut voir ici donc sur le couvercle, et qui est très souvent considéré comme le symbole des Argéades. Donc ça, c'est, on va dire, une interprétation qui est issue de l'archéologue grec Manolis Andronikos, qui est donc le découvreur de la tombe de Philippe II en 1977, et à sa suite, beaucoup considèrent que le soleil de Vergina serait le symbole des Argéades ou de la Macédoine antique. Et donc j'avais bien dit que c'était pas forcément le cas, que nombre d'historiens considéraient que le soleil de Vergina n'était pas spécifiquement un symbole macédonien, sachant qu'on pouvait retrouver ce type d'étoile ou de soleil à 16 ou 8 branches dans le reste de la Grèce, que ce soit sur des boucliers ou des monnaies sans rapport avec la dynastie. Donc ça, je l'avais déjà évoqué. Ce que j'avais omis de dire, c'est qu'en fait, ce symbole a été l'objet de querelles mémorielles entre la Grèce et ce qu'on appelle maintenant la Macédoine du Nord. Donc au moment de la dislocation de la Yougoslavie, donc dans les années 90, la toute jeune République de Macédoine a fait figurer le soleil de Vergina sur son drapeau. Donc la Grèce évidemment était très très mécontente et accusait donc les Macédoniens de vouloir accaparer l'héritage de la Macédoine antique. Et après divers polémiques, on a fini donc par avoir un accord en 2018, donc qui d'abord débaptise la Macédoine en Macédoine du Nord, parfois on dit aussi République de Macédoine du Nord, sachant également qu'ils n'ont plus le droit de faire figurer dans les on va dire documents officiels le soleil de Vergina. Et d'ailleurs ils ont même dû faire débaptiser l'aéroport de Skopje qui s'appelait l'aéroport Alexandre le Grand. Donc bref, je terminerai là-dessus sur ces querelles mémorielles, mais enfin voilà, manière de rappeler quand même que c'est pas si sûr du tout que le soleil de Vergina soit un symbole typiquement macédonien, ni même des Argéades. Voilà pour ce petit préambule. Donc voyons maintenant, on va dire, l'origine des Argéades. On va revenir donc là, on est à l'époque archaïque, au 8e siècle de notre ère. Donc on avait évoqué le fait que les Macédoniens sont bien un peuple grec, apparenté aux Doriens, vraisemblablement, avec des mélanges avec des tribus, on va dire, indigènes, de Thraces et d'Illyriens. Alors l'histoire macédonienne, proprement dite, commence au tout début du 8e siècle avant notre ère, avec la prise d'une citadelle qui est en fait tenue par des Phrygiens, qui s'appelle Édessa, qu'on voit, alors on ne voit pas sur la carte, mais c'est près de Pella, dans la province d'Hématie. D'ailleurs, l'Hématie, c'est le nom que donne Homère à la Macédoine dans l'Iliade. J'avais déjà évoqué ce fait-là. Et à la même période, donc des pasteurs donc conduits par des chefs venus d'Orestide, donc on est là en Haute-Macédoine, vont fonder Égaï, qui va devenir la première capitale royale macédonienne. Alors, pour l'instant, je vais laisser de côté les faits légendaires, j'y reviendrai tout de suite après, mais enfin voilà, le premier roi historique attesté par les historiens, donc on va dire le fondateur historique des Argéades, il s'appelle Perdiccas Ier, donc il va régner de 695 à 678. Et donc c'est une tradition historique qui remonte à Hérodote, qui stipule donc que ce Perdiccas est le premier souverain argéade. Alors comme toute dynastie de ce nom, dans l'Antiquité, bien sûr, ils vont s'inventer des origines légendaires.
et les faire remonter ni plus ni moins qu'à Héraclès. Parce qu'en fait, selon la légende, Perdiccas serait donc en fait un très lointain descendant d'Héraclès, enfin on va dire d'un roi qui s'appelle Caranos, qui est en fait un exilé donc enfin en tout cas le descendant d'exilés d'Argos, d'où le terme d'Argéade. Parce qu'en fait Hérodote l'évoque, alors lui il le dit bien que c'est une légende, hein, mais qu'il y a un dénommé Téménos, qui est en fait un lointain descendant d'Héraclès. Alors j'ai vérifié, ce serait son arrière-petit-fils, donc on dira que c'est un Héraclide. Alors c'est pas son fils, attention, hein. Arrière-petit-fils d'Héraclès, originaire de la cité d'Argos, et qui va fonder, enfin en tout cas qui va donner naissance, hein, faut bien suivre, à un dénommé Téménos, qui va s'exiler en Macédoine. Et donc c'est enfin excusez-moi, je reprends. Donc c'est le fils de Téménos qui s'appelle Caranos, qui a fondé, selon la légende, le royaume de Macédoine. Excusez-moi si je m'embrouille, mais donc c'est bien dénommé Caranos, donc lointain ancêtre de Perdiccas, qui aurait fondé le royaume Argéade, et il aurait régné 28 ans. Et donc on verra dans la propagande notamment d'Alexandre ce rattachement aux Héraclides. Et alors on va dire les premières périodes, en tout cas le premier siècle du royaume, sont assez méconnues, hein, sachant que voilà, on l'a vu, mais que il y a 3 rois supposés légendaires, donc Aranos, Coenos et Thyrimas, et le premier roi, on va dire historique, hein, on est là au tout début du 7e siècle, donc qui serait Perdiccas Ier. Alors, l'essor véritable du royaume, hein, je vous épargne les différents, on va dire, rois du 6e siècle, c'est en fait Alexandre Ier. On est là vers à peu près 510-500 avant notre ère, donc on est dans l'époque classique. Mais en fait, ce qui va marquer le début de l'essor de la Macédoine, donc sous Alexandre Ier, c'est une expédition donc menée par Darius, Darius Ier, le roi perse bien sûr, contre les Scythes. On est là au nord de la mer Noire, donc les Grecs appellent le pont Euxin. Et en fait, Alexandre Ier va profiter, on va dire, de la présence des Perses pour, on va dire, mater ses voisins et étendre son autorité sur la Haute-Macédoine, notamment l'Orestide et la Lyncestide, ce qu'on appellera la Haute-Macédoine, qui sont donc des principautés qui ont longtemps d'ailleurs été les rivales, les concurrentes des Argéades. Et à l'époque, Alexandre Ier donc maintient des relations privilégiées avec Athènes pour le commerce du bois, évidemment indispensable pour la construction navale. Alors, durant la deuxième guerre médique, on est là donc en 480, eh bien, Alexandre Ier est contraint d'apporter son aide. En fait, il est au Perse, on va dire, il est un peu vassalisé par Xerxès, même s'il garde des contacts secrets avec les Grecs. Et la Macédoine est, on va dire, soumise aux Perses. Alors, après la défaite des Perses, Alexandre a un peu annexé des territoires situé donc entre l'Axios et le Strimon, donc au nord de la Macédoine, donc il va s'étendre aux dépens notamment des Thraces. Et donc sous son règne, la superficie du royaume est doublée, et il va commencer à attirer des populations grecques. En tout cas des Grecs des cités, des non-macédoniens. Et donc cet Alexandre est attesté comme le premier souverain macédonien à avoir battu Monée. Et donc il a eu un très long règne, parce que voilà, il meurt en 454. Des querelles successorales éclatent entre ses fils, ce qui va affaiblir le royaume. Et pour faire court, c'est son fils Perdiccas II qui parvient à lui succéder. Alors, dans le contexte des rivalités entre les cités grecques dans le cadre de la guerre du Péloponnèse, Perdiccas II va s'allier successivement aux Spartiates et aux Athéniens, tout en conservant l'intégrité territoriale de la Macédoine.
Et donc durant la guerre du Péloponnèse, Perdiccas II va mener 2 campagnes contre les Lyncestes, donc évidemment la principauté de Lyncestide, avec l'aide d'ailleurs d'un officier spartiate qui s'appelle Brasilas, mais finalement l'expédition échoue et là Lyncestide recouvre son indépendance. Alors le fils et successeur de Perdiccas II, donc qui s'appelle Archélaos, profite en fait de la défaite des Athéniens qui avaient à un moment établi des colonies sur le pourtour du nord de la mer Égée pour rétablir son autorité en Haute-Macédoine et réprimer les velléités d'indépendance des cités côtières. Et donc il va entreprendre de profondes réformes du royaume, une politique de grands travaux, donc on peut considérer comme le premier grand modernisateur, donc Archélaos, avec la construction de forteresses, de routes, et c'est lui qui va transférer, fait important, la capitale d'Égée à Pella à la fin du 5e siècle. Et donc c'est lui aussi qui va commencer à améliorer l'équipement de l'armée, et certains considèrent que c'est lui qui est le père, on va dire, en tout cas de l'armée macédonienne, notamment avec la création du corps des compagnons. Donc je vous renvoie d'autres vidéos à ce sujet. Et donc la mort de ce grand roi, donc la mort d'Archélaos, marque une ère de chaos qui voit se succéder 4 rois en 5 années. Et finalement, l'avènement d'un roi qui s'appelle Amyntas III en 393 met fin aux troubles dynastiques, mais il doit faire face aux incursions régulières des peuples illyriens et notamment les Dardaniens. On y reviendra, mais c'est voilà les principaux, on dira, dangers à la frontière nord. Et il est également confronté à les ambitions de la Ligue chalcidienne, donc autour d'Olynte et de Potidée notamment, donc ou de Stagie. Donc en fait c'est une ligue de cités de Chalcidie, donc des cités grecques, qui bénéficient d'importants privilèges commerciaux. Et d'ailleurs il y a même un moment où la Ligue chalcidienne va susciter une révolte à Pella. Et en 382, Sparte vient en aide aux Macédoniens en dissolvant donc, temporairement la Ligue chalcidienne, ce qui marque un nouvel essor du royaume de Macédoine. Donc le successeur d'Amyntas III, c'est son fils aîné, donc Alexandre II, qui lui suscite l'hostilité des Thébains, donc on va dire la nouvelle cité dominante en Grèce continentale, en intervenant en Thessalie voisine. Et donc il est assassiné en 368 par un dénommé Ptolémée d'Aloros, qui devient le régent du jeune Perdiccas III. Et il y a donc une campagne en fait d'un stratège athénien, donc c'est Iphicrate, qui est connu d'ailleurs pour avoir employé le premier de manière massive des peltastes dans l'armée. Donc bref, en tout cas cet Iphicrate mène une campagne à Amphipolis, donc on est là sur la côte nord de la mer Égée, donc qui appartient, on va dire, c'est un territoire appartenant donc on va dire à l'empire maritime athénien. Et donc en fait cette expédition donc entraîne l'intervention de Thèbes, qui en fait prend fait et cause pour les Macédoniens, et qui en échange en fait prennent 2 otages. Donc les Thébains vont récupérer 2 otages, notamment un frère donc de Ptolémée d'Aloros, le régent de Perdiccas III, et surtout Philippe II, mais oui, le plus jeune fils d'Amyntas III, qui va donc séjourner pendant 3 ans à Thèbes. Donc c'est un fait très très important, et on y reviendra. Donc Philippe II, qui est donc le fils de Amyntas III, qui est assassiné, et pris en otage à Thèbes. Et c'est là où il va s'inspirer, enfin on verra, des techniques militaires et de l'ordre oblique des Thébains. Et là, pour le coup, Perdiccas III, donc le fils d'Amyntas III, finit par accéder au trône après avoir tué le régent Ptolémée. Et son règne a de courte durée, mais permet de réorganiser les finances du royaume.
et un rapprochement s'opère d'ailleurs avec Athènes et sa colonie, donc Amphipolis. Sauf que ce Perdiccas III trouve la mort en luttant contre les Illyriens qui envahissent le royaume en 359. Et donc là, son jeune fils Amytas IV est proclamé roi, tandis que la régence est confiée à Philippe II, le frère du défunt, donc si on a bien suivi. Mais très rapidement, Amytas IV est évincé. Alors attention, il ne sera pas assassiné par Philippe, il sera assassiné par Alexandre le Grand au moment de son accession au pouvoir en 336. Donc en tout cas, pour reprendre le fil, Amytas IV, donc le jeune roi, est évincé par Philippe II, donc son oncle, et qui va d'abord lutter contre les Illyriens, prouver sa valeur au combat, et va recevoir la proclamation royale par l'assemblée des Macédoniens. Voilà, donc je vais m'arrêter là-dessus donc pour cette première période assez méconnue des Argéades, et on va bien sûr évoquer ensuite, en troisième partie, la Macédoine sous Philippe II et son fils Alexandre. Je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à bientôt.